Je suis née dans le nord Vietnam, sous le signe du dragon, vers la fin novembre 1952. Je suis née en pleine guerre d'Indochine française. En 1954, nous sommes partis du nord du Vietnam pour aller dans le sud parce qu'avec le traité de Genève qui partage le pays en deux, les personnes qui choisissent d'être avec les communistes restent au nord et puis les autres doivent partir dans le sud. Mon grand-père paternel était médecin, il a fait beaucoup d'interventions. C'était quelqu'un qui aimait la poésie, qui fumait de l'opium pour avoir des inspirations. On habitait dans une petite maison qui n'est pas loin de l'église, une maison très petite. Et il n'y a que deux pièces. Tout d'abord, j'ai adoré la cuisine de ma grand-mère. J'ai adoré d'être avec mon oncle. J'ai adoré écouter mon grand-père réciter des poésies. C'était tellement fantastique. Mon grand-père m'a appris énormément de choses. Il m'a appris à être patiente. Il m'a dit, je me rappelle toujours, il m'a dit, quand tu es triste, tu gardes la tristesse pour toi. Ce n'est pas la peine de faire partager ta tristesse aux autres. Ils en ont déjà assez. J'allais à l'école avec mes frères et mes sœurs. Et on était... c'est-à-dire que papa, il était très, très difficile. Il a toujours voulu qu'on soit parmi les 5 premiers. On a travaillé comme des malades. Il a voulu qu'on soit religieux. Donc il a essayé de nous convaincre d'aller dans des couvents. Et à l'âge de 11 ans. Donc pour faire plaisir à papa, j'ai dit ok, je vais dans un couvent pour devenir religieux. J'étais partie au couvent, j'ai fait des études dans le couvent, donc pour devenir bonne sœur. Mais au fait, l'ambiance qui régnait dans le couvent, ça ne me plaisait pas. Je me suis enfuie. On n'avait pas du tout de vocation. On était tous allés au couvent pour faire plaisir à mon père. C'est mon grand frère, il a quitté aussi le couvent, il était revenu. Et il a voulu mettre le petit frère au couvent, elle était aussi revenue à la maison. Le rêve de mon père était tombé dans l'eau. Pas de prêtre à la maison, pas de religieux, pas bonne sœur. Mon père était un homme très respectable. Il était un homme respectable, il est respecté par tous les gens du quartier. Et mon père était un homme très humain. On a des voisines qui ont accouché trop rapidement et n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital. Il a appelé mon père. On Ben, venez, moi j'accouche, je suis en train d'accoucher. Et mon père l'a accouché. J'ai passé une enfance assez heureuse, sans pas trop d'histoire. Nous vivions à Saigon. On savait qu'il y a la guerre. On savait que dans les forêts, il y avait de la résistance. Mon oncle était capitaine et il était mort pour la guerre. Mais il était allé se battre en dehors de Saigon. Nous avons entendu parler de la guerre par les journaux, par la radio, par la télévision. On vivait comme si la guerre n'existait pas. En 68, j'avais 16 ans.
Et en 68, on était en train de préparer le TET. On a entendu des pétards. On croyait, ce sont des bruits des pétards. Et puis c'était des Vietcong qui a tiré quelques coups de feu. Et tout d'un coup, on a entendu les avions qui étaient venus, qui étaient au-dessus de nos têtes. On a vu la fumée bleue. On savait que quand la fumée bleue, ça veut dire que les Américains se préparaient à lâcher des bombes. Et quand on a vu des fumées rouges, ça veut dire que c'est imminent. Les bombes vont être lâchées dans la seconde qui suit. Et on a vu la fumée bleue, on a vu la fumée rouge. Tout le monde cherchait un abri, ça pour éviter des éclats de bombardement. Et moi je me rappelle, je me suis couchée sous le goyavier. Parce que chez nous, on avait des arbres. On a des goyaviers qui donnaient des goyaves énormes. Ça, c'est une anecdote. Je me suis couchée sous le goyavier et après, j'ai entendu d'autres personnes qui se couchaient au-dessus de moi et au-dessus de moi. C'est drôle. À ce moment-là, j'ai eu même pas peur de mourir. Je pensais à plein de choses. Je pensais à mes grands-parents, je pensais à plein de choses. Je pensais comment ça va être après, quand on sera mort. Je pensais à l'au-delà, mais à aucun moment j'ai eu peur. Et on a vu nos maisons brûlées, on a vu les gens blessés, et on a tout perdu. Tout. Mon père a été blessé, il a reçu des éclats dans ses pieds. Les 2 amis de mon frère étaient morts sur place. Et à mon frère, c'est vraiment bizarre. Ils étaient 3. Mon frère est au milieu. Ses 2 copains étaient à ses 2 côtés. Et pourquoi ces 2 copains ont reçu des éclats? Ils étaient morts. Et mon frère a juste reçu un tout petit éclat. Et mon frère est toujours vivant. Et est-ce que on arrive à comprendre ça? Ils étaient 3 très grands copains. Et les 2 sont morts. Et ma sœur a proposé à mon père de quitter le quartier et venir dans le centre de Saigon. Mais mon père, il est trop attaché à ce quartier. Donc il a pris la décision de revenir dans notre quartier pour reconstruire la maison. Et on a construit la maison par nos propres moyens. Après l'école, on était retourné à l'école. Et après l'école, j'ai mélangé le ciment avec du sable et papa qui a mis brique par brique. Et c'est comme ça qu'on a reconstruit notre maison. J'ai 20 ans. Pendant la journée, je travaille au ministère. Et le soir, pour pratiquer mon français, j'ai passé une annonce pour donner des cours particuliers de vietnamien aux étrangers. Chaque fin du mois, je partage mes revenus en 2. Je gardais la moitié pour mes dépenses et puis je donnais la moitié à papa. Tout commençait à aller très bien pour notre famille. Les filles trouvent du travail, elles gagnent bien la vie. Cette période, c'était vraiment une période très heureuse. Petit à petit, on a entendu des rumeurs. Des communistes ont gagné par-ci, des communistes
On gagnait par là. On a vu que les Américains commencent à plier le bagage. À ce moment-là, on savait qu'il y a quelque chose qui était en train de tramer. Saigon était comme un serpent, il n'y a plus de tête. Les gens couraient dans tous les sens. Tout le monde court vers l'aéroport. La veille du 30, c'est-à-dire du 29 avril, j'étais chez moi et puis un de mes copains vient dire Maïwa, dépêche-toi, prends très peu de vêtements et on va partir au port de Saigon parce que le dernier bateau va partir. Demain, il n'y aura plus de bateau. Et moi, j'ai dit non, je ne pars pas comme ça. Je ne pars pas comme ça. J'ai mes parents, j'ai mes frères et mes sœurs. Où va-t-on? Donc tant pis, je vais rester là. Si on meurt tous ensemble. Je ne pars pas. Quelque part, on était vraiment inconscient. Le pays est tombé dans la main des communistes. Mais c'est quoi des communistes? Mais c'est quoi? Dans toute mon enfance, et quand on parle des communistes, j'ai imaginé que c'était un diable avec tout noir, avec des cornes, avec la queue. Vous voyez? Petit à petit, le système se mettait en place dans tous les quartiers et ils ont placé des boudoirs, la police spéciale. On nous a invités à des réunions tous les soirs. Au fait, toutes les réunions-là, ce n'est pas pour nous donner des informations, mais c'est pour purger nos esprits, c'est-à-dire ils s'appellent ça des nuits. Des nuits, ça veut dire que des traites, des ennemis du peuple. Nous étions des ennemis du peuple parce que nous n'étions pas communistes. Ils passaient dans chaque famille pour nous ordonner de brûler tous nos DVD, tous nos cassettes, des chansons qui appartenaient à l'ancien régime. Il faut brûler tout, toutes les traces, il faut brûler. Si ils nous attrapent avec ça, c'était le prison. J'ai vu mes camarades menottés, arrêtés par des policiers. Vraiment, c'est une période très noire. On ne savait pas comment va être notre avenir. Des communistes nous ont interdit de fréquenter des étrangers. Donc, si je donne des cours, cela veut dire que je fréquente un étranger, je risque la prison. Peut-être c'est la question de survie aussi. Et j'ai rappelé cet homme pour lui dire, OK, j'accepte de vous donner des cours. Je faisais très attention quand j'allais chez lui. Je regardais toujours à gauche ou à droite pour voir si je n'étais pas suivie par la police. Et puis Jacques m'a proposé un poste au sein de la compagnie aérienne. J'ai rejoint son équipe de travail. Je travaillais à France en tant que secrétaire traductrice pendant la journée et le soir, je continuais à lui donner des cours. J'ai senti que Jacques m'aimait beaucoup. Mais ce qui me gênait, c'est qu'il était beaucoup plus âgé que moi. Et il avait 18 ans de plus que moi.
Et puis, petit à petit, de jour en jour, il était tellement gentil, il était tellement délicat. Il y a toutes les qualités et que une femme cherche chez un homme. Et puis, sans m'en apercevoir, j'étais tombée amoureuse de lui un peu chaque jour. On a vécu notre histoire d'amour. On a peur d'être remarqué par les autorités vietnamiennes, mais au fait, on se faisait discrètement. On ne se promenait jamais à Saigon, la main dans la main, comme des amoureux. Mais cela était pas important pour moi, du moment où j'étais avec lui. J'ai pu partir officiellement avec un avion, mais par contre, il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas eu ma chance. Ils étaient partis par bateau. Ma meilleure copine, Kim Thanh, elle a pris un bateau à Châu Đốc et n'était jamais arrivée. Et la famille n'a jamais retrouvé le corps. Et elle était partie enceinte aussi. Elle est vraiment ma meilleure copine. On était, mais comme l'image et l'ombre. Si vous voyez Kim Thanh, eh ben vous devriez trouver Mai Hoa quelque part. Chaque fois que je pensais à elle, c'est vraiment, j'ai des pincements dans mon cœur. Le 21 janvier 1979, j'ai pris l'avion et je suis arrivée le matin, le 22 janvier 1979 à Roissy. Et en sortant de l'aéroport, j'ai vu la neige. C'était tout blanc par terre. J'ai grelotté, et j'ai tremblé de tout mon cœur. J'ai dit, je vais mourir dans ce pays, il fait trop froid. Comment je vais faire pour survivre? J'étais très contente de voir Jacques, de voir ses parents, mais c'est étrange en moi. C'est quand même, il y a quelque chose qui me manque. Donc, ce sont mes parents, mes soeurs, mes frères. J'étais à la fois heureuse et malheureuse. 10 jours après, j'ai reçu un telex annonçant la mort de ma maman. C'est ma maman que j'ai laissée et maintenant c'est elle qui me laisse. Je n'ai aucun espoir de la revoir et surtout à 12 000 kilomètres de chez moi. Et je n'ai plus de papier pour revenir, aucun moyen de revenir pour lui dire adieu. Ça, c'était trop dur. J'ai donné naissance à Christelle le 13 avril 1983. C'était une vraie poupée. Jacques était dingue d'elle. On a passé des jours merveilleux. On a oublié tous les tracas qu'on avait avant. Tous les jours, Jacques était à côté de moi. Il prenait des soins de moi, donc c'était vraiment agréable. Le monde s'écroulait autour de moi. C'était tellement dur, c'était tellement fort que je n'ai même pas essayé de retenir mes larmes.
Je pleurais comme une madeleine, je pleurais pendant 3 mois, jusqu'à ce que je ne voyais plus clair. Comme j'arrêtais inspecteur à Air France, les assistants, après sa mort, les assistants sociaux étaient venus me proposer un poste d'agent administratif à Air France. Je me sentais que mon français était encore faible. Donc j'ai été acharnée pour apprendre le français. Et donc j'étais tout le temps, en arrivant à la maison, j'étais tout le temps avec mon dictionnaire. Maintenant, c'est le dictionnaire qui remplaçait Jacques dans le lit. J'apprenais aussi le français en suivant les devoirs de mes enfants. Donc je passais beaucoup de temps à apprendre. Tous les soirs, après le travail, j'étais allée au CNAM pour apprendre l'informatique. Et puis j'ai obtenu 1 UV, 2 UV, 3 UV, et puis jusqu'à 21 UV. Après, j'ai passé mon DEST, et puis après, j'ai dit pourquoi pas ne pas passer le diplôme d'ingénieur. Ça ne me servait pas beaucoup pour la carrière, mais au fait, ça m'a donné beaucoup d'assurance. Je suis fière d'être ingénieure. J'ai fait quand même des cauchemars. Le cauchemar était que je suis partie à l'étranger, j'étais rentrée dans mon pays et puis je n'ai plus obtenu le visa de repartir à l'étranger. C'était toujours ce cauchemar-là qui m'a poursuivie. Et puis j'ai pris le courage et j'ai amené ma fille pour la première fois voir mon père et mes frères et mes sœurs et toute ma famille en 1992. Maintenant, nous avons la possibilité de reprendre notre nationalité, récupérer ma nationalité vietnamienne. Mais ce n'est pas pour autant que je vais abandonner ma nationalité française. Je suis une femme chanceuse. De toute façon, dans n'importe quoi, il y a toujours un début, il y a une fin. Même le plus grand malheur du monde, il y a un début, il y a une fin. Et puis on passe après le malheur, on passe au bonheur, et après le bonheur, on passe au malheur, et après le malheur, on passe au bonheur. Et puis c'est comme ça, c'est la vie.